Lorsque Valérie, une jeune femme de 23 ans, a affirmé parler 10 langues couramment, le juge a éclaté de rire et l'a traitée de menteuse. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'elle prouverait chacun de ses mots et qu'elle révélerait au passage un scandale si grave qu'il a réduit les procureurs au silence. Mais le plus choquant restait à venir, et cela avait un lien direct avec la mystérieuse mort de sa grand-mère. La salle d'audience était glaciale ce matin-là. Valérie Raynaud entra menottée, escortée par 2 gardiens qui la traitaient comme une criminelle dangereuse. Elle n'avait que 23 ans, les cheveux châtains attachés en une simple queue de cheval et des yeux qui brillaient encore, malgré tout. Autour d'elle, les journalistes pointaient leurs caméras, les avocats murmuraient entre eux et les curieux se pressaient dans les galeries. Tous voulaient voir la jeune femme qui avait trompé de grandes entreprises en prétendant être polyglotte. Le juge Gaston Moreau frappa de son marteau. Un homme d'une 60aine d'années, au visage sévère, lunettes à monture épaisse. Il regarda Valérie comme s'il observait un insecte. « Mademoiselle Raynaud, vous êtes accusée d'escroquerie aggravée. Vous avez falsifié des certificats de langue, trompé des employeurs et causé d'importants préjudices financiers. Que plaidez-vous » Valérie inspira profondément. Sa voix sortit ferme, claire. « Innocente, monsieur le juge, je n'ai rien inventé. Je parle vraiment 10 langues. » La salle éclata de rire. Le procureur, un homme maigre en costume gris, se leva avec un sourire moqueur. « 10 langues, votre honneur, l'accusée est une imposture. Elle a mémorisé quelques phrases, manipulé les recruteurs et maintenant elle tente de tromper ce tribunal. C'est ridicule. » Valérie sentit le sang lui monter à la tête. Elle se pencha en avant, ignorant l'avocat commis d'office à ses côtés qui tentait de la retenir. « Alors, testez-moi. Ici, maintenant. Faites venir des professeurs, des linguistes, qui vous voulez. Je le prouverai. » Le juge fronça les sourcils. Voilà qui était inhabituel. Les accusés cherchaient en général à se dérober, pas à provoquer. « Silence. Vous aurez l'occasion d'assurer votre défense au moment opportun. Garde, emmenez l'accusé. » Les jours suivants, Valérie fut placée en détention provisoire. La cellule était petite, humide, avec seulement 2 lits en béton. Sa codétenue s'appelait Carmina, une femme d'une 40aine d'années, cheveux grisonnants, regard fatigué, mais bienveillant. « Alors c'est toi la fille aux langues, » dit Carmina le premier soir. « Je t'ai vue à la télé. Tout le monde parle de toi. » Valérie était assise par terre, les genoux serrés contre elle. « Il pense que je suis une menteuse. Et tu ne l'es pas ?»« Non. » Carmina observa son visage un long moment. « Je te crois. Tu sais pourquoi ? Parce que les menteurs ont une manière de parler. Toi, tu ne l'as pas. Tu as de la colère, de la peine, mais pas de mensonge. » Les yeux de Valérie s'embrouillèrent de larmes. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas cru. « Comment t'as appris tout ça ?» demanda Carmina. Alors Valérie commença à raconter. Sa grand-mère, Lucienne Raynaud, avait travaillé toute sa vie comme gouvernante pour des familles diplomatiques à Paris. Valérie avait grandi dans ces maisons, jouant avec des enfants venus des 4 coins du monde. Pendant que Lucienne s'occupait des résidences, la petite absorbait les langues comme une éponge. Il y avait la famille Wang, à l'ambassade de Chine. Madame Wang m'apprenait le mandarin pendant qu'on préparait des raviolis. Il y avait les Hoffmann, des Allemands. Monsieur Hoffmann adorait la philosophie et me prêtait des livres. Les Al-Rahman m'ont appris l'arabe parce que je leur posais des questions sur leurs prières. Je n'ai jamais étudié ces langues à l'école. Je les ai vécues. Carmina l'écoutait, fascinée. « Et ta grand-mère ? Où est-elle maintenant ?» Le visage de Valérie se ferma. « Elle est morte il y a 2 ans. Crise cardiaque, d'après eux. Mais j'ai toujours trouvé ça étrange. Elle était en bonne santé, robuste. Et les dernières semaines, elle était très nerveuse. Elle disait qu'elle avait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, qu'elle connaissait des secrets dangereux. » « Quel genre de secret ?»
Elle ne m'a jamais vraiment dit. Elle répétait juste de faire attention, de ne jamais faire confiance aux gens de la haute diplomatie. Avant qu'elle puisse continuer, une surveillante frappa à la grille. « Reynaud, visite !» C'était l'avocat commis d'office, un jeune homme inexpérimenté nommé Bernard. « J'ai une mauvaise nouvelle. Le tribunal a accepté ta demande d'évaluation, mais à des conditions très strictes. Ils vont faire venir 10 professeurs d'université, un pour chaque langue. Tu devras montrer une maîtrise conversationnelle, traduire des textes techniques et répondre à des questions culturelles. Si tu échoues dans l'une d'elles, tu seras immédiatement reconnu coupable. » Valérie déglutit difficilement. « Quand ?»« Dans 5 jours. » 5 jours. Était-ce suffisant? Certains de ces idiomes, Valérie ne les avait pas pratiqués depuis des mois. La peur monta, mais elle se souvint des mots de sa grand-mère. « Tu as un don, ma chérie. Les mots vivent en toi. Ne les perds jamais. » Les jours suivants, Valérie se prépara du mieux qu'elle put. Elle demanda des livres, des journaux dans différentes langues. La nuit, elle pratiquait avec Carmina, qui restait bouche bée en l'entendant passer d'une langue à l'autre sans hésitation. Mais quelque chose d'étrange se passait. Une psychologue du tribunal était venue l'évaluer et lui posait des questions bizarres, comme si elle cherchait à la faire passer pour instable. Un des gardiens avait commencé à la provoquer, l'appelant la charlatane. Le directeur même du centre de détention était passé un jour devant sa cellule et lui avait lancé un sourire glacial qui lui glaça le sang. « Tu fais trop de bruit, fillette, » dit-il. « Et les gens puissants n'aiment pas le bruit. » La veille de l'audience, Valérie ne parvint pas à dormir. Carmina s'assit à côté d'elle. « Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Et si j'y arrive pas? Et si ma mémoire me trahit? Et s'il me tente un piège? Alors tu te battras. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il lâche nos prises. Ta grand-mère ne t'a pas seulement appris les langues, elle t'a appris à ne jamais abandonner. » Valérie hocha la tête, sentant une nouvelle détermination l'envahir. Elle ne faisait pas ça uniquement pour elle. Elle le faisait pour Lucienne, pour tous ceux qu'on avait fait taire, pour tous ceux qu'on avait traités de menteurs alors qu'ils disaient la vérité. Quand le soleil se leva, elle était prête. Les gardiens vinrent la chercher. Cette fois, Valérie n'était pas seulement nerveuse, elle était prête pour le combat de sa vie. En sortant de la cellule, elle se retourna. Carmina leva le pouce en signe d'encouragement. Valérie sourit pour la première fois depuis des semaines. Peu importait ce qui l'attendait. Elle n'allait pas reculer. Elle allait prouver qui elle était vraiment, même si le monde entier était contre elle. La salle d'audience était méconnaissable. 10 bureaux avaient été disposés en demi-cercle, chacun occupé par un professeur accompagné d'équipements d'enregistrement. Des caméras de télévision couvraient tous les angles. On aurait dit un spectacle plus qu'un procès. Valérie fut placée seule au centre, sous des projecteurs aveuglants. Le juge Moreau énonça les règles d'une voix monocorde. Chaque professeur procédera à 3 épreuves: conversation spontanée, traduction de textes techniques et analyse culturelle. Vous devez réussir les 3. Nous commencerons par le mandarin. La professeure Li Chen, une femme élégante de l'université de la Sorbonne, observa Valérie avec un scepticisme poli. « Bonjour, commençons par quelque chose de simple. Parlez-moi de la fête du printemps. » Valérie inspira profondément et se lança dans un mandarin fluide. Elle décrivit les traditions, la signification des enveloppes rouges, les réunions familiales. Mais elle alla plus loin. Elle parla du nouvel an passé avec la famille Wang, de la manière dont Madame Wang lui avait appris à préparer des jiaozi, des histoires que le grand-père Wang lui racontait sur son village natal. La professeure Li cligna des yeux, surprise. « Vous avez un accent de Pékin, mais avec des intonations du Sichuan. Comment est-ce possible? » Monsieur Wang venait de Pékin, mais sa femme avait grandi à Chengdu. J'ai appris avec les deux. La professeure lui demanda ensuite de traduire un texte de philosophie confucéenne. Valérie lut, réfléchit un instant, puis traduisit avec précision.
Lorsqu'elle eut terminé, Madame Lee acquiesça lentement. Admise. Un murmure parcourut la salle. Vint ensuite l'allemand. Le professeur Klaus Schmidt, un homme sérieux à la barbe grisonnante, prit la parole. Parlons de Kant. Expliquez l'impératif catégorique en allemand. Valérie ne se contenta pas d'expliquer. Elle argumenta, interrogea, cita des passages de mémoire. Klaus devint peu à peu plus animé, oubliant même qu'il se trouvait dans un tribunal. Lorsqu'elle évoqua une discussion qu'elle avait eue avec M. Hoffmann sur l'éthique kantienne, Klaus sourit pour la première fois. « Vous comprenez vraiment, ce n'est pas du par cœur, vous l'avez vécu. » Admise. Et ainsi de suite, langue après langue. En arabe, elle récita de la poésie et expliqua des différences dialectales. En hébreu, elle discuta des textes religieux avec une profondeur inattendue. En russe, en japonais, en italien, en espagnol, chaque professeur commençait sceptique et repartait impressionné. Valérie ne se contentait pas de répondre. Elle racontait des histoires, partageait des souvenirs, prouvait que chaque langue faisait partie intégrante de sa vie. Quand vint le tour de l'anglais et du français, elle était épuisée mais sûre d'elle. Le professeur d'anglais, un Américain nommé Dr. Patterson, décida de corser l'épreuve. Traduisez ce texte juridique sur les contrats internationaux. Il lui tendit un document dense, truffé de jargon juridique. Valérie se mit à lire, puis s'arrêta brusquement. Son cœur s'emballa. Elle connaissait ce texte. Chaque mot, chaque virgule. « Où avez-vous trouvé ce document ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'est un texte de référence que j'utilise dans mes cours. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'ai écrit. » La salle explosa. Le juge tapa frénétiquement avec son marteau. « Silence, mademoiselle Reynaud. Veuillez vous expliquer. » Valérie se tourna vers la foule, cherchant quelqu'un du regard. Et elle le vit. Monsieur Beaumont, le directeur de l'entreprise qui l'avait accusé de fraude. Il était livide. « Il y a 3 ans, j'ai été engagé par l'entreprise de Monsieur Beaumont pour traduire des documents confidentiels concernant des fusions internationales. Celui-ci en faisait partie. Je l'ai traduit du chinois vers l'anglais, puis vers le français. Le travail a duré 2 mois. Ils m'ont payé une misère et ne m'ont jamais crédité. » Dr. Patterson feuilletait frénétiquement ses papiers. Et ce texte a été publié comme travail du département juridique de l'entreprise. Il n'y avait aucun nom d'auteur. L'avocat de Valérie, soudainement utile, se leva vivement. « Monsieur le juge, ceci constitue un cas de plagiat d'entreprise et d'appropriation intellectuelle. Ma cliente n'a pas seulement prouvé ses compétences, elle vient de révéler la véritable escroquerie dans cette affaire. » Le chaos s'empara de la salle. Les journalistes criaient des questions. Monsieur Beaumont tentait de s'éclipser discrètement, mais fut bloqué. Le juge Moreau, pour la première fois, semblait réellement ébranlé. Il regarda Valérie d'un œil neuf. « Mademoiselle Reynaud, vous affirmez avoir été recrutée, exploitée, puis accusée lorsque vous avez voulu faire valoir vos droits. » « Oui, monsieur le juge. Et je ne suis pas la seule. Ma grand-mère a travaillé toute sa vie pour ces gens-là. Elle savait des choses qu'ils voulaient cacher. Après sa mort, ils ont essayé de me faire taire aussi. » Le procureur restait bouche bée. Les professeurs chuchotaient entre eux, choqués. Le juge Moreau frappa une dernière fois son marteau. « L'affaire est classée. Toutes les accusations contre Valérie Reynaud sont levées. De plus, j'ordonne l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'entreprise de M. Beaumont pour plagiat, exploitation professionnelle et possible diffamation. L'accusé est libre. » On lui ôta les menottes. Valérie se frotta les poignets, encore sous le choc. Les journalistes l'encerclèrent immédiatement, mais elle les ignora. Elle devait retourner au centre de détention. Elle devait voir Carmina. Elle devait comprendre ce que sa grand-mère avait découvert. Car une chose était désormais certaine, il n'avait jamais été question de langue. Il s'agissait de pouvoir, de secret,
de gens prêts à tout pour protéger leur réputation. Et s'ils avaient tenté de détruire Valérie simplement parce qu'elle était trop douée, que lui avait-il fait à Lucienne? 3 jours après sa libération, Valérie était assise dans un petit café près de la Seine, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Les médias l'avaient érigée en héroïne nationale. Son visage s'affichait dans les journaux, les émissions de télévision la sollicitaient, des universités lui proposaient des bourses. Mais elle ne ressentait aucune joie. Quelque chose n'allait pas. Sa grand-mère était morte, et personne à part elle ne semblait trouver cela suspect. Une femme élégante, tailleur noir et talons hauts, s'approcha de sa table. « Mademoiselle Reynaud, je suis Margot Leroux, directrice des ressources humaines chez Duval International. Je peux m'asseoir ?» Valérie reconnut immédiatement le nom Monsieur Duval International était l'un des plus grands cabinets de conseil en Europe. Elle avait postulé chez eux 2 ans plus tôt et sa candidature avait été rejetée de manière brutale. « Vous m'avez recalé. Vous disiez que je manquais d'expérience, que mes qualifications étaient douteuses. » Margot eut au moins la décence d'avoir l'air gênée. « Je me suis trompé. Complètement. Et je suis ici pour vous proposer non seulement un poste, mais un poste à responsabilité. Directrice de notre nouvelle division de communication multilingue. Salaire à 6 chiffres, avantages complets, bureau personnel. » Valérie aurait dû être ravie. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu. Mais quelque chose dans l'attitude pressée de Margot, dans sa façon nerveuse de jeter des coups d'œil autour d'elle, éveilla la méfiance. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Margot hésita. Parce que des gens très puissants s'intéressent à vous. Et tous ne vous veulent pas du bien. Travailler avec nous vous offrirait une certaine protection. Avant que Valérie ne puisse répondre, un homme âgé s'assit sans y être invité. C'était le docteur Arnaud, médecin à la retraite, qui avait suivi sa grand-mère durant les derniers mois de sa vie. « Désolé d'interrompre, mais je dois vous parler, Valérie. C'est à propos de Lucienne. » Margot se leva brusquement. « Je reprendrai contact. » Et elle partit en hâte. Le docteur Arnaud attendit qu'elle soit bien éloignée. « Votre grand-mère n'est pas morte d'une crise cardiaque. Je l'ai toujours su, mais je n'avais aucune preuve. Elle a été empoisonnée. » Le monde se mit à tourner autour de Valérie. « Comment le savez-vous ? » Parce qu'elle m'a confié qu'elle avait peur. Les dernières semaines, elle m'a dit avoir découvert quelque chose de grave à propos des familles pour lesquelles elle travaillait. Du trafic, du blanchiment d'argent, de faux documents. Elle avait des preuves. Après son décès, j'ai réclamé une seconde autopsie, mais on me l'a refusée. Des dossiers ont disparu. Quelqu'un de très haut placé voulait que tout paraisse naturel. Les larmes montèrent aux yeux de Valérie. Où sont les preuves qu'elle avait? Je ne sais pas, mais elle m'a dit qu'elle vous avait tout laissé, un endroit sûr que vous sauriez retrouver. Ce soir-là, Valérie fouilla le petit appartement qu'elle avait partagé avec sa grand-mère. Elle retourna tiroir, armoire, pile de livres. Rien. Elle était sur le point d'abandonner quand quelque chose attira son attention. Un vieux livre de recettes de Lucienne était rangé de travers dans la bibliothèque. C'était son préféré, usé à force d'avoir servi. Valérie le prit et le feuilleta. Entre les pages d'une recette de bœuf bourguignon, elle trouva un papier plié, une adresse à Genève et un numéro de coffre-fort. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Valérie Reynaud ? » ?»« Oui. Qui est à l'appareil ? » ?»« Je m'appelle Antoine. J'ai travaillé avec votre oncle dans la société d'import-export. En fait, c'est moi qui ai lancé les accusations contre vous. » Valérie se figea. « Pourquoi ? » ?»« Parce que mon patron me l'a ordonné. Il disait que vous posiez trop de questions sur votre grand-mère, que vous deveniez dangereuse. Il m'a menacé. J'allais tout perdre si je ne coopérais pas. Mais après ce qu'ils vous ont fait au tribunal, je ne pouvais plus vivre avec ça. Je suis désolé. Et je veux vous aider. J'ai des documents qui prouvent la conspiration. Retrouvez-moi demain. Café Montmartre. Midi. Valérie dormit à peine.
Le lendemain matin, alors qu'elle faisait la queue à la banque, elle remarqua qu'on la suivait. Un homme en lunettes noires gardait ses distances, mais ne la quittait pas des yeux. Elle fit mine de ne rien voir, entra dans une boutique et sortit par la porte arrière. Elle le perdit dans la foule. Mais le message était clair. Quelqu'un voulait l'empêcher d'enquêter. Au café, Antoine arriva nerveux, les yeux constamment en mouvement. C'était un homme mince, d'une trentaine d'années, avec des cernes marquées. « Tenez !» Il lui tendit une enveloppe. « Tout est là. Email, virement bancaire, nom. Votre grand-mère avait découvert que certains diplomates utilisèrent leur statut pour faire passer des œuvres d'art volées et blanchir de l'argent. Elle avait photographié des documents, enregistré des conversations. Quand ils l'ont su, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Vous devez aller à Genève. Ce qu'elle a mis là-bas est la preuve ultime. Mais faites attention, ces gens ont déjà tué. Ils peuvent recommencer. » Il se leva pour partir, puis s'arrêta. « Votre grand-mère était une femme exceptionnelle. Elle mérite justice, et vous êtes la seule à pouvoir lui rendre. » Lorsqu'il quitta le café, Valérie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des noms qu'elle connaissait, des diplomates, des chefs d'entreprise, même quelques politiciens. Et au centre de tout, orchestrant l'ensemble, le nom du directeur du centre de détention où elle avait été enfermée. Soudain, tout commença à faire sens. Valérie était dans son appartement en train de trier les documents qu'Antoine lui avait remis lorsqu'on frappa à la porte. Elle jeta un œil par le judas, 2 hommes en costume sombre. Ils n'avaient rien de policiers ordinaires. Leur posture trahissait une formation d'agents fédéraux. « Mademoiselle Reynaud, » dit l'un d'eux, « nous devons vous parler. C'est une question de sécurité. » Elle ouvrit prudemment. « Je suis l'agent Dubois, voici l'agent Mercier. Nous savons que vous enquêtez sur la mort de votre grand-mère. Il faut que vous arrêtiez. Immédiatement. » « Pourquoi ? Parce que je m'approche trop près de la vérité ?» Dubois soupira. « Parce que cette vérité peut vous tuer. Les gens que votre grand-mère a démasqués ne sont pas seulement puissants, ils sont dangereux. Il y a déjà eu 2 tentatives de filature cette semaine. Sans notre surveillance, vous ne seriez peut-être plus là pour en parler. » Mercier sortit des photos. Valérie apparaissait dans divers endroits de la ville, toujours avec des silhouettes inquiétantes à proximité. Qui sont ces gens? Des mercenaires, engagés pour vous intimider ou vous éliminer si nécessaire. Le réseau que Lucienne a découvert brasse des millions d'euros par an. Ils ne laisseront pas une fille de 23 ans faire tout s'effondrer. Valérie s'assit, abasourdie. « Et vous attendez quoi de moi? Que je me taise? Que j'oublie ma grand-mère? Nous voulons que vous nous laissiez faire notre travail. Remettez-nous les documents. Nous irons jusqu'au bout. » Valérie les regarda longuement. Ils semblaient sincères. Mais elle avait appris à ne faire confiance à personne. « Il faut que j'y réfléchisse. » Après leur départ, Valérie prit une décision. Elle devait retourner au centre de détention, revoir Carmina, mais surtout, affronter le directeur. Le lendemain, elle retourna à l'endroit où elle avait été incarcérée. La réceptionniste la reconnut aussitôt. « Mademoiselle Reynaud, quel honneur! Que puis-je faire pour vous? » « Je voudrais parler à une détenue, Carmina Souza, et ensuite au directeur. » Carmina fut surprise, mais ravie de la voir. « Ma fille, t'es partout dans les journaux. Je suis si fière de toi. » Elles s'embrassèrent à travers les barreaux. « Carmina, j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu as entendu le directeur parler de ma grand-mère ?» Le visage de Carmina se ferma. « En fait, oui. Quelques semaines avant que tu arrives ici, je nettoyais près de son bureau. Je l'ai entendu au téléphone. Il disait un truc comme « Le problème Reynaud aurait dû être réglé depuis longtemps et la petite fille fait trop de bruit. » Je trouvais ça bizarre, mais quand t'es arrivé, tout a pris sens. Tu peux en témoigner? Je peux. Mais ce type est puissant, Valérie.
Il a des amis bien placés. Je sais, mais je dois essayer. Le directeur Philippe Marchand l'a reçu dans son bureau avec un sourire glacial. Un homme corpulent d'une 50aine d'années, regard de serpent. Mademoiselle Reynaud, quelle surprise! Que puis-je faire pour notre célébrité nationale? Vous pouvez commencer par m'expliquer pourquoi vous avez parlé de ma grand-mère quelques semaines avant que je sois emprisonné ici. Le sourire s'effaça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Carmina a entendu. Vous avez dit que le problème Reynaud aurait dû être réglé. Vous étiez impliqué dans sa mort? Marchand se leva lentement. Vous auriez dû accepter ce beau poste et disparaître dans un bureau confortable. Mais non, il fallait que vous soyez comme elle, têtue, curieuse. Donc, vous l'admettez? Je n'admets rien. Et vous n'avez aucune preuve. Maintenant, sortez de mon bureau avant que je vous accuse d'intrusion. Valérie sortit, mais pas avant de remarquer un détail crucial. Sur le bureau de Marchand, une photo ancienne. Il y figurait, entouré de diplomates. Et à l'arrière-plan, souriante, plus jeune, Lucienne, sa grand-mère. Valérie prit une photo rapide avec son téléphone. Ce soir-là, Valérie réserva un vol pour Genève. Elle ne prévint ni les agents, ni personne. Elle emporta seulement un sac à dos avec des vêtements, les documents d'Antoine et l'adresse du coffre. Le vol fut tendu. Elle voyait des menaces dans chaque passager. À Genève, elle prit un taxi pour la banque. Un établissement discret, ancien, le genre de lieu où les gens gardent des secrets. J'ai un accès à une boîte, numéro 1247. Le gérant vérifia ses papiers, demanda les codes notés sur le papier de Lucienne. Finalement, il la mena à une salle privée, puis apporta la boîte. Je vous laisse seul. Quand Valérie ouvrit la boîte, elle eut le souffle coupé. À l'intérieur, des dizaines de documents, photos, clés USB, enregistrements. Sa grand-mère avait compilé des années de preuves. Il y avait des détails sur des transactions illégales, des routes de trafic, des conversations enregistrées où des diplomates parlaient ouvertement de leurs crimes. Et au fond, une lettre. Ma chère Valérie, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à exposer ces gens de mon vivant. Pardonne-moi de te laisser ce fardeau. Mais tu es forte, bien plus que je ne l'ai jamais été. Tu as une voix. Certain, ces preuves sont ta protection, ton arme. Mais sois prudente. Ils ne reculeront devant rien. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Mamie Lucienne. Valérie pleura. Pour la première fois depuis la mort de sa grand-mère, elle s'autorisa à pleurer vraiment. Mais les larmes furent brèves. Elle prit en photo chaque pièce, fit des copies numériques, envoya tout sur des serveurs sécurisés. Puis elle appela les agents. « J'ai tout. Les noms, les preuves, les enregistrements. On peut faire tomber tout le réseau. Mais j'ai besoin de protection. Et il faut arrêter Marchand immédiatement. » La semaine suivante, les arrestations commencèrent. Marchand fut le premier. Puis vinrent des diplomates, des chefs d'entreprise, des complices. Les médias appelèrent cela le plus grand scandale de corruption internationale de la décennie. Valérie témoigna lors d'auditions à huis clos, constamment protégée. Quelques mois plus tard, elle était de retour au café près de la Seine. Carmina, tout juste libérée, s'assit à ses côtés. « T'as réussi, ma fille. On a réussi. Toi, mamie, Antoine, même ces professeurs qui m'ont testé. Tout le monde y a contribué. Et maintenant, la suite ?» Valérie sourit, un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. « Maintenant, je vais utiliser vraiment ma voix. Je vais travailler avec des réfugiés, enseigner les langues, donner la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. Et je vais m'assurer qu'on n'oublie jamais l'histoire de ma grand-mère. » Elles trinquèrent avec leur café, regardant la scène s'écouler lentement. Le combat avait été long, douloureux, presque fatal.
Mais Valérie avait prouvé quelque chose de bien plus grand que sa maîtrise de 10 langues. Elle avait prouvé que la vérité, même enfouie, trouve toujours un chemin vers la lumière. Et que parfois, il suffit du courage d'une seule jeune femme pour faire tomber des empires de mensonges. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la autour de vous et dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Faisons circuler ce message. La vérité a un pouvoir. Ne l'oublions jamais.